Donc, après avoir regardé la vidéo de C'est pas sorcier, les sorciers refont le monde et le voyage aux origines de la Terre, vous avez bien compris que les configurations de la Terre ont évolué tout au long de son histoire. Donc pour cela, qu'est-ce que je vais vous demander maintenant? Vous allez donc mettre pause. Ensuite, vous allez remettre dans l'ordre chronologique les différentes configurations donc, de la Terre et les légendés. Alors pour cela, vous devez aller prendre donc les textes qui sont qui ont été vus au préalable et aussi la vidéo de C'est pas sorcier. Voilà, donc j'espère que vous avez pu faire l'exercice et trouver donc les bonnes solutions. Donc on voit qu'on va commencer il y a 1 milliard d'années, donc il ne faut pas oublier que c'est il y a 1 milliard d'années, donc moins 1 milliard d'années. On avait donc Rodinia, donc qui se trouve ici. Alors attention, quand on voit Rodinia, ce qui peut être assez étonnant, c'est de voir ici donc, que l'équateur se trouve là, en fait. Et donc en fait le pôle se trouve ici. Donc on voit que le continent, par exemple, africain, se trouvait au niveau des pôles. Et donc en fait, il devait y faire plutôt vraiment très très froid. Alors qu'on constate qu'à l'équateur, on avait justement l'Antarctique, où là, eh bien, il faisait très très chaud. Donc ensuite, on a eu donc Rodinia qui a bougé, donc on a eu une dérive des continents. Et cela a produit donc deux continents. On va avoir ces continents qui sont le Laurussia et le Proto-Gondwana. Donc ça c'était il y a 450 millions d'années, donc moins 450 millions d'années. Ensuite, ces deux grands continents se sont à nouveau donc rencontrés pour former la Pangée il y a 250 millions d'années, donc ici qui est donc un super grand continent. Et puis la Panchée s'est de nouveau disloquée. D'ailleurs, on voit très très bien ici, vous voyez par exemple que l'Amérique du Nord était liée à l'Europe, à une partie de l'Afrique, ainsi que l'Amérique du Sud était effectivement, on voit très 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 bien, était accolée à l'Afrique. Donc ils ont commencé à effectivement s'éloigner les uns des autres pour former donc deux continents, qui est le Laurasia et le Gondwana cette fois-ci. Donc c'était il y a 200 millions d'années. Et puis il y a moins 65 millions d'années, on constate effectivement bien que l'Amérique du Sud s'éloigne. On constate ici que l'Inde qui se trouve là et maintenant qui est ici donc va remonter. D'ailleurs, c'est justement en venant s'accoler ici qu'on va avoir les chaînes de l'Himalaya. Donc ici, on voit également que l'Afrique va effectivement un petit peu tourner. Donc on voit ici que la pointe là s'est relevée. Alors donc ça c'était il y a 65 millions d'années. Et puis on a de nos jours, on voit effectivement que l'Amérique du Sud donc c'est vraiment fortement écarté donc, de l'Afrique. Donc il y a l'océan entre les deux. On voit aussi que l'Amérique du Nord, donc qui était là, et l'Amérique du Sud, eh bien, on va avoir donc une liaison qui va se former. Alors, on constate en fait que, effectivement, lorsqu'on va ici tout à fait au nord, eh bien, on voit que si on va vraiment très 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 haut, en fait, il y a des endroits qui sont un petit peu plus rapprochés de la plaque européenne, donc ici. Et donc ça, c'est de nos jours. On voit ici effectivement que l'Inde, comme on a dit que là elle remontait, et bien ici elle est vraiment rentrée donc dans la plaque asiatique. Et donc c'est ça qui ont formé des chaînes montagneuses importantes telles que l'Himalaya. Alors que peut-on constater quant à la position du continent africain tout au long de la vie de la Terre? Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc l'Afrique, on voit qu'en fait, il était au pôle sud il y a 1 milliard d'années. Et donc, il s'est déplacé au fil du temps jusqu'à ce que sa partie supérieure, effectivement, soit à l'équateur. Voilà, on le voit très bien. Donc ici, l'Afrique qui se trouve donc ici. Puis là, on voit qu'elle commence à remonter. Là, de fait, elle remonte encore. Là, elle remonte encore plus. Ici, on voit qu'elle remonte encore plus vers l'équateur pour ici retrouver une bonne partie de l'Afrique à l'équateur.
Alors, quelle est la conséquence du changement de position d'un continent? Ben forcément, vous imaginez que l'Afrique, quand elle était au pôle sud, ben, son climat n'était pas tout à fait identique à celui lorsqu'elle se trouve à l'équateur, effectivement parce que c'est dû aux rayons du soleil. Je pense que vous avez dû voir ça dans les années précédentes, où effectivement, lorsque eh bien, les rayons du soleil sont perpendiculaires au sol, eh bien, il va faire très chaud, et plus ils vont être obliques, et donc l'angle ici va être petit, effectivement, et au plus il va faire froid. Donc forcément, si on a une modification importante du climat, eh bien la végétation qui s'y trouve va être profondément modifiée parce qu'elle ne va pas supporter d'autres climats. Donc on va avoir le remplacement de toute cette végétation. Or, tous les animaux qui vont se nourrir de cette végétation vont mourir, et puis leurs prédateurs également, donc ça va atteindre toute la chaîne alimentaire. On va avoir donc effectivement certains animaux qui vont être mieux adaptés à la modification de ce climat, sans oublier que ça se fait quand même assez progressivement, et donc ils vont être mieux adaptés au climat, et donc on va aussi avoir une modification de toute la faune présente, donc de tous les êtres vivants, et donc un profond changement des écosystèmes. Alors, à cause de quel phénomène les plaques tectoniques bougent-elles? Donc ça, c'est grâce à la convection du magma en dessous des plaques. Donc, effectivement, dans le C'est pas sorcier, il explique qu'effectivement, donc, le magma va remonter et faire donc le mouvement de convection. Donc, petit rappel de ce qu'est le mouvement de convection. Vous avez vu ça normalement en deuxième secondaire dans le chapitre des transferts de chaleur. Et donc en fait, où on voyait que lorsqu'on avait un liquide chaud, eh bien plus le liquide est chaud et plus sa masse volumique va diminuer, donc sa densité diminue, et donc il aura tendance à se mettre au-dessus effectivement du liquide froid. Et donc effectivement ceci va permettre un certain sens un sens de convection, et donc grâce à cette convection du magma, eh bien, les plaques vont donc se déplacer. Expliquer la conséquence de deux plaques océaniques qui se séparent. Alors d'abord, on va déterminer où se trouvent les plaques océaniques et les plaques continentales. Alors comme leur nom l'indique, la plaque océanique, c'est au niveau donc des océans, tandis que la plaque continentale, c'est vraiment ce qui forme le continent, donc la terre ferme où l'on marche. Donc on vous dit que lorsque deux plaques océaniques se séparent, une dorsale océanique se crée. Donc ici, effectivement, on va voir ici la dorsale océanique qui se crée. Le magma remonte pour la remplir, et donc on va avoir une production de plaques. Donc ici, par exemple, on voit bien donc les deux plaques océaniques qui vont se séparer, ce qui va donc donner une faille. Donc le magma s'engouffre, il va refroidir à cause de l'eau. Donc en fait, il faut former une sorte de couche, mais en même temps, il va pousser la plaque donc sur les côtés. Une nouvelle plaque se forme, et etc. Ce qui va donner donc en fait tous ces plis dans la mer. Alors maintenant, lorsque deux plaques continentales vont se séparer, en fait, il va y avoir plus ou moins le même phénomène, sauf qu'au lieu d'être sur des plaques océaniques, on va se retrouver sur des plaques continentales. Et donc, effectivement, on va avoir ce qu'on appelle un rift ou une crevasse. Là aussi, on va avoir donc une production de plaques. Voilà, donc en fait ici, on voit, voilà, on est sur une plaque continentale. Donc on voit bien que c'est le continent qui est sur le magma. Et puis effectivement, on va voir effectivement tout ça qui va se séparer et l'apparition vraiment de cette crevasse, donc on appelle le rift. Alors comme on peut le voir ici, en fait ce rift, ça peut arriver qu'il est entouré d'eau ou d'océan. Donc il faut savoir que si à un moment donné la crevasse devient vraiment très 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 profonde, eh bien il se peut qu'à ce moment-là, l'eau va s'engouffrer dans la crevasse. Donc ça, effectivement, et donc on va avoir la séparation de deux continents. Donc on a vu précédemment qu'effectivement on avait comme ça par exemple la Pangée qui s'est séparée, qui était un seul continent et qui s'est séparée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque deux plaques continentales vont se rencontrer? Eh bien, elles vont rentrer l'une dans l'autre et elles vont former donc une chaîne montagneuse. Donc en fait ici, comme avec l'Inde, effectivement, on voit que la plaque est rentrée dedans. Donc là,
Ici, si vous avez bien regardé la vidéo de Sépare Sorcier, il le montre vraiment bien à un moment donné, donc ce phénomène de ces deux plaques qui rentrent les unes dans les autres. Voilà, donc ici vraiment on voit bien donc effectivement ces deux plaques continentales donc qui rentrent l'une dans l'autre et où on voit vraiment donc la formation de la chaîne montagneuse donc qui va se produire. Et donc ici l'exemple avec l'Inde. Maintenant, donc, que va-t-il se passer lorsqu'une plaque océanique rencontre une plaque continentale? Donc il faut savoir donc, que la plaque océanique elle est beaucoup plus dense, ce qui signifie que comme sa masse volumique est plus importante, elle va avoir tendance à se placer donc, en dessous de la plaque continentale qui elle est justement moins dense. On voit bien ici que quand la plaque océanique va plonger dans le magma, et bien en fait ici et bien effectivement elle va donc se réchauffer, ça va former du magma et donc ça va pousser sur la plaque continentale et donc on va avoir l'apparition d'un volcan avec parfois donc des remontées de magma et donc ici on va avoir vraiment une destruction de plaques. Voilà, donc ici on voit bien, il y a la plaque continentale, on va avoir donc la plaque océanique. Donc la plaque océanique qui est plus dense donc, va plonger sous la plaque donc, continentale. Ceci va donc effectivement produire, donc on va voir à un moment donné, cette plaque effectivement va se détruire au contact du magma qui est très très chaud. Ça va faire une très très grande pression, donc il va venir pousser sur la plaque continentale. Et donc effectivement, régulièrement, on va avoir donc des poussées de magma et donc l'apparition d'un volcan. Comment se forme un fossile et comment se sont répandus les dinosaures sur les quatre coins de la Terre sans traverser la mer? Et bien pour cela, il faudra donc regarder la vidéo justement donc, de C'est pas sorcier. Et donc, afin de pouvoir répondre à cette question, donc je vous laisse le temps d'aller peut-être voir la vidéo, donc de mettre pause celle-ci, en tout cas d'essayer de formuler une réponse dans votre tête et puis voir si effectivement elle correspond à ce que je vais vous dire juste après. Voilà, alors comment se forme le fossile? Donc l'animal ou le végétal va donc se déposer donc au fond de l'eau. En fait, tout ce qui est la matière, donc tout ce qui est les chairs, etc., ça va disparaître. Donc ce corps-là va être complètement recouvert de boue. Il faut aussi imaginer qu'au fil des ans, eh bien, on va avoir de plus en plus de boue qui vont venir se mettre au-dessus justement des eaux, etc. Et donc, en fait, à ce moment-là, les sédiments de la boue vont transformer donc, les ossements en, justement en roche. Et c'est ça qui va donc permettre de créer un fossile. Comment se sont répandus les dinosaures donc, sur les quatre coins de la Terre sans traverser la mer? Donc, simplement, il y a 200 millions d'années, les dinosaures sont sur la Pangée. Et on a vu que suite à la dérive des continents, cette Pangée va donc se disloquer, donc se séparer, et lorsque celle-ci va se séparer, tous les dinosaures vont donc être répartis sur l'ensemble des continents. Alors, lors des fouilles, les fossiles du Lysosaurus, du Sinorniatus, du Mesosaurus et du Glossopteris sont retrouvés sur plusieurs continents. Donc là, on le voit très bien. Donc on voit par exemple que le Lystrosaurus, on va retrouver donc des ossements en Afrique, en Inde et en Antarctique, alors que effectivement on sait bien que ces continents actuellement ne se trouvent plus du tout au même endroit. Et donc même chose pour le Sinorniatus, où on va voir qu'au niveau de l'Amérique du Sud et l'Afrique, on retrouve donc des ossements. Il ne faut pas oublier que même ici, cette barrière d'eau ne se trouvait pas pendant tout un moment, donc c'était vraiment collé. Et donc effectivement, tout simplement, ces espèces ont vécu aux mêmes endroits. Et puis, plus tard, les continents se sont séparés, ce qui fait qu'on a retrouvé des ossements un peu partout. Donc, dans quelle région a-t-on retrouvé les fossiles du Lystrosaurus? Eh bien, donc pour le Lystrosaurus, donc qui est ici, donc c'est bien en Afrique, en Inde et en Antarctique. Alors, ont-ils traversé l'océan pour pouvoir coloniser ces régions? Forcément pas, puisque simplement ils vivaient dans un endroit où tout était ensemble, accolé. Et puis effectivement, suite à la dérive des continents, c'est comme ça que leurs ossements se sont retrouvés répandus partout, en tout cas sur plusieurs continents.
Est-ce qu'il pourrait vivre encore actuellement dans ces mêmes régions? Alors il y a peu de chances parce que le climat, la végétation, etc. est complètement différente de l'époque où il vivait. Et donc effectivement, il y a quand même très très peu de chances qu'il puisse encore vivre sous notre climat actuel.